Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre participation à ma présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter la société Bylevet, dont je suis l'un des cofondateurs. Bon, malheureusement, je suis la seule personne non technique et non scientifique de l'équipe. Donc, je vais vous expliquer à peu près avec mes mots ce que nous faisons. Pas beaucoup de slides, je pense que vous avez vu assez de slides dans la journée. 5 minutes de slides, je vais vous montrer quelques démos applicatives, qu'est-ce qu'on entend par une IA traçable, explicable, vérifiable, comment ça marche en production chez les clients, et après bien évidemment 5 minutes de questions-réponses. Donc chez Bylevet, pour vous résumer qui nous sommes, ce que nous faisons et un peu nos différenciateurs, donc chez Bylevet on est à peu près 35 personnes. La moitié de l'équipe vient du monde de la science, de l'industrie pharmaceutique. Donc on a occupé des postes de pharmaciens, de médecins, de personnes qui font du market access ou du réglementaire au sein de différentes industries, comme chez Sanofi ou Merck, ainsi que d'autres. On a travaillé donc aussi dans les instituts de recherche, en recherche et développement pour la drogue discovery à l'INSERM. Donc l'autre partie de l'équipe, 50% de l'équipe, nous faisons principalement donc de la technique, de l'IA. Pour beaucoup d'entre nous, la petite histoire, pourquoi on est aussi très proche de Hotscale et du groupe Dassault Systèmes, pour beaucoup d'entre nous, on était les premiers salariés de Exalead, qui a été racheté par Dassault Systèmes. On est sorti pour faire Dataku, et aujourd'hui on est encore sorti pour faire donc Bylevet. Donc les petits, on en fait d'autres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On mélange vraiment l'excellence de deux mondes, l'excellence technique française d'ingénierie et le monde de la recherche. À quel but? Qu'est-ce que nous faisons? De manière très simple, la plateforme n'a pas uniquement pour vocation. Elle est déjà en production chez beaucoup de grands groupes pharmaceutiques et elle accélère donc, je dirais, la recherche thérapeutique. Accélérer la recherche thérapeutique, il y a deux manières. Il y a la manière très sexy, on trouve des nouvelles molécules, des nouveaux biomarqueurs, et là on reçoit un prix Nobel de médecine. Malheureusement, ce n'est pas le gros de notre activité. On fait la partie, je dirais, la plus ingrate, mais qui crée le plus gros problème dans l'industrie de la santé, c'est la gestion documentaire. Il faut à peu près 15 ans pour mettre sur le marché un nouveau produit pharmaceutique, mais en vérité, il y a 10 ans, à 12 ans de ce temps-là, et uniquement dédié, bien évidemment, à l'écriture de documents, à la rédaction de documents, à l'analyse de documents ou à l'extraction des informations. Ça, on passe énormément de temps et on dépense énormément d'argent sur ce sujet-là, et bien évidemment, ça détermine le succès ou l'échec de nouveaux traitements thérapeutiques. Parfois, la solution n'est pas bonne pour les patients, c'est juste qu'on n'a pas assez travaillé sur les informations réglementaires et scientifiques pour mettre ces produits pharmaceutiques sur le marché. Donc on les accompagne sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Quand je parle de l'ensemble de la chaîne de valeur, on les accompagne de la R&D jusqu'à la mise au marché, donc PMS, d'un produit pharmaceutique. Et sur toute cette étape, tous ces processus, il y a énormément de travail à faire, que ce soit de la revue de littérature, écrire des études cliniques, etc. Donc notre plateforme permet de faire ce travail-là. Donc on est destiné au business, bien évidemment, mais comment ça marche derrière? Pour faire simple, on a créé donc une plateforme avec nos propres technologies. Alors pas LLM, bien évidemment, LLM ne résout pas tous les problèmes, ça on le sait aujourd'hui, ni le RAG non plus. Donc il faut créer davantage de systèmes qui permettent de gérer les agents, de créer des modèles autologiques pour assurer de la fiabilité, de la traçabilité et de l'explicabilité des informations fournies par la technologie. Pour faire simple, ici, j'ai schématisé un peu comment ça fonctionne notre plateforme. Donc notre plateforme permet de se connecter avec les données externes. Externes, dans le monde pharmaceutique, c'est ClinicalGov, les données cliniques, ou PubMed, par exemple. Ou bien évidemment, il y a aussi les données de la FDA, réglementaire, ou IMIA pour l'Europe. On se connecte avec les données externes, qui permettent de faire de la veille, de la business intelligence, et bien évidemment connecter avec les données de l'organisation, de l'entreprise, tout en permettant bien évidemment de garder la sécurité de l'information, puisqu'on peut granulairement établir des politiques d'accès à l'information selon les personnes à qui a le droit d'avoir accès. Parce que bien évidemment, il y a des informations confidentielles. Donc dans un deuxième temps, avec notre propre système, on va donc découper ces informations-là, et on va les classifier. Ce que fait un RAG classique, je dirais, c'est ce que fait mon gamin de 5 ans, chez moi, quand je lis l'équipe et le monde. Donc il va découper une photo d'Mbappé, il va couper donc, quelques articles concernant la crise financière au Moyen-Orient. Donc le RAG, ça fait ça en vérité. Ça coupe les informations, mais ça ne les classifie pas. Donc à la fin, quand on appelle les informations, on va se trouver avec des informations hors contexte,
avec la photo d'Mbappé qui explique la crise du Moyen-Orient. Donc malheureusement, l'IA a bien restitué les informations, mais pas dans le bon contexte. Donc pour faire ça, quand on a découpé ces informations-là, il faut créer d'autres systèmes. D'autres systèmes qui permettent de classifier, de lier, de contextualiser l'ensemble des informations qui vont permettre, je dirais, de pré-mâcher le travail de l'IA afin d'avoir une meilleure direction de recherche, une meilleure direction d'information où le trouver, afin que l'utilisateur humain puisse donc faire des queries et en faire des choses. Donc le travail est plutôt simple en vérité. Il y a des multitudes de cas d'usage qu'on peut faire sur la plateforme, à la fois pour la R&D, à la fois pour la manuf, à la fois pour les affaires réglementaires. Mais l'être humain, en enlevant tous ces noms, je dirais, de cas d'usage assez complexes, en vérité, qu'est-ce que fait un expert humain? Un expert humain va lire des informations, extraire des informations, vérifier les informations, classifier les informations et rédiger de l'information. Et pour ça, si on veut l'utiliser à grande échelle, il y a des problèmes de scalabilité qu'il faut résoudre, bien évidemment. Mais même quand on a résolu cela, on a besoin surtout de l'explicabilité, de la traçabilité lorsqu'on travaille dans des marchés hautement réglementés. Donc, qu'est-ce qu'on entend chez nous par traçabilité et auditabilité? Donc, je vais vous montrer un peu la plateforme. Je ne vais pas faire des cas d'usage de bout en bout, ce n'est pas le but de vous montrer des cas d'usage de bout en bout. Après, je pourrais répondre des questions spécifiques sur les cas d'usage. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on entend chez nous par traçabilité et explicabilité, ainsi que la multimodalité. Donc ici, je rentre dans un projet. Donc sur un projet, nous avons des ressources, de l'information documentaire. Donc ça peut être des publications scientifiques, ça peut être des CSV, ça peut être des graphiques, des tableaux, des graphes, qu'importe. Donc, lorsqu'on parle de multimodalité et d'ontologie, ici, on a cette publication. L'IA va déjà pouvoir décortiquer, comprendre ici automatiquement de quoi on parle, quel est le contexte de l'information sur laquelle on traite. Et bien évidemment, on est capable d'interpréter, d'entraîner nos modèles pour interpréter ces différentes informations. Je prends le cas d'une figure, ici dans une publication scientifique. Donc ici, j'ai une figure. Personnellement, c'est incompréhensible pour moi. Encore une fois, ni technophile, ni médecin. L'IA ici va pouvoir extraire l'information et d'avoir vraiment un détail d'explication, de raisonnement de quelle est l'information que nous avons sous nos yeux. Donc tout ça, ça va être des informations qu'on va pouvoir donner à l'IA pour pouvoir vraiment lui donner de la compréhension, la contextualisation des événements, des informations, afin que ce soit utile par la suite lorsqu'on veut faire des projets. Donc l'un des projets, je vais prendre le cas de la revue littérature. La revue littérature, c'est simple. Enfin, c'est simple, mais c'est très complexe à la fin. C'est simple parce que, qu'est-ce que c'est de la revue littérature? C'est de lire massivement plein de documents scientifiques que je ne comprends pas. Et il faut qu'on extrait la masse d'informations. La masse d'informations sur des critères établis par des process internes, par des médecins, par les cliniciens ou par le regulatory bodies, les corps réglementaires. Donc ici, on va pouvoir transformer cette donnée non structurée en données structurées. Sans rentrer dans le détail, donc ici on va pouvoir extraire les informations qu'on a besoin sur des guidelines définis par un réglementaire ou un process qu'on a besoin d'extraire. Donc ici, je peux sauvegarder ces critères d'extraction, de garder les champs et l'explicabilité des champs qu'on a besoin d'extraire, et je peux lancer sur l'ensemble de ces informations-là l'extraction en temps réel. Donc toutes ces informations-là vont pouvoir être extraites pour aider, par exemple, quelqu'un qui fait de la biostat à faire sa revue scientifique. Donc une fois qu'on a extrait ces informations-là, ici je vais montrer juste quelques informations. Donc on va pouvoir set-up des guidelines et spécifier ce qu'on souhaite demander à l'IA d'extraire. Une fois qu'il a extrait, bien évidemment, je parle de traçabilité et de conformité. Qu'est-ce que c'est quand on parle de conformité, d'explicabilité? Excusez-moi du terme, mais le réglementaire, il s'en fout de l'IA. Faites des choses avec de l'IA, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas capable d'expliquer et de savoir d'où ça vient, c'est caduc, ça ne vaut rien. Donc ici, c'est ceinture et bretelle. Une fois qu'on a extrait de l'information, donc là j'ai demandé est-ce que ce papier est un commercial use, est-ce que je peux l'utiliser dans un dossier marketing? La réponse est non. Pourquoi c'est non? Donc l'IA va pouvoir m'indiquer exactement d'où vient cette information. Et, excusez-moi, je ne suis pas très doué avec la tablette. Donc on va recliquer ici. Et c'est mieux. Donc il a surligné cette partie-là qui indique qu'on ne peut pas l'utiliser pour faire du marketing avec. Et l'explication
qui explique que tout droit d'auteur avec CC BY NC n'est pas propre pour l'utilisation marketing et commerciale dans le monde médical. Donc il va falloir utiliser d'autres publications scientifiques pour approuver mes dires, mes exigences cliniques. Donc là, c'est l'un des cas qu'on a. Donc on est capable d'extraire massivement de l'information. Une fois qu'on a transformé de la donnée non structurée en donnée structurée, comme beaucoup d'entre nous, on sort de Delta-Q, malheureusement c'est maladif, on est obligé de faire du predict. C'est-à-dire on va pouvoir prédire des événements. Là, si je prends d'autres cas d'exemple, je peux extraire des données de composants électroniques. On travaille par exemple avec des entreprises de dispositifs médicaux. Ils vont faire des capteurs, ils vont faire des machines, des scanners pour vérifier si tout est en ordre ou pas. Et pour vérifier ça, on a besoin d'extraire les normes techniques. Donc ils appellent ça des lead frames. Encore une fois, c'est des mots assez barbares pour moi, qui déterminent la composition de ces machines-là. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font après? Et qu'est-ce que le régulateur souhaite savoir? C'est à quel moment cette machine va se péter. Donc on va pouvoir faire des tests d'usure, des tests de vieillissement. Mais comme, encore une fois, on a transformé cette donnée non structurée en donnée structurée, on est capable d'aller entraîner des modèles, prédire ce qui ne pouvait pas être prédit avant, parce que la donnée était non structurée. Donc on va pouvoir aussi l'enrichir avec d'autres informations, c'est-à-dire d'autres types d'informations, d'autres sources de données, pour pouvoir croiser et d'enrichir ma base de connaissances. Donc, là, c'est une des fonctionnalités qui répond à une partie de cas d'usage. Je vais vous montrer un deuxième type de cas d'usage. Encore une fois, c'est des brides de cas d'usage. Le but n'est pas de tout vous montrer, mais vraiment d'ouvrir un peu la réflexion et la compréhension de ce que nous faisons. Ici, il s'agit d'un donné qu'on appelle une étude de stabilité. Une étude de stabilité dans le monde de la manuf, dans d'autres industries, on appelle ça un batch record. Donc, c'est-à-dire, c'est des certificats matières ou des informations produites avec des résultats établis. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à tous les ingénieurs qui travaillent en qualité? Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent se poser énormément de questions, définies par le régulateur, définies par leur process en interne, et doivent humainement aller lire toutes ces informations-là, y répondre et chercher où se trouvent les fautes. Donc ici, comme tout IA, on se pose des questions. Encore une fois, on peut lister ici la liste des informations, la guideline où nous souhaitons intervenir et chercher cette information et comment y répondre. Donc comme tout IA, on est capable d'y répondre. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'assurer la traçabilité, de savoir d'où vient exactement l'information pour aider l'expert humain à travailler plus rapidement. Si on lui dit c'est ce document-là, mais un document de 300 pages, je pense qu'il aura mieux à travailler lui-même et répondre lui-même que d'aller demander à une IA de le faire. Donc c'est pour ça que c'est important d'indiquer d'où vient la source d'information pour assurer la traçabilité et la garantie de la véracité des informations. Et le deuxièmement, ce qui est important, c'est d'avoir une explicabilité. Il faut comprendre mécaniquement qu'est-ce que la machine a compris de la question et du document et quelle est la méthodologie appliquée pour me répondre à cette question-là. Parce que ça sera demandé par le régulateur. C'est vraiment le raisonnement qui est important lorsqu'on veut utiliser de l'IA dans le monde réglementaire pour garantir de la transparence et de la véracité des informations. Donc, un dernier type de cas d'usage que je peux vous montrer. Après, je laisserai aux questions. Donc, bien évidemment, si on est capable de contrôler et d'extraire de l'information, on est capable aussi de rédiger. On peut rédiger différents types d'informations. Ici, il s'agit d'une information, je crois, de business intelligence en interne chez nous. Donc, ce qu'on va demander à l'IA, c'est d'extraire notre template de rédaction d'analyse. Internet, tu es revenu. Donc, notre template. L'IA va pouvoir générer le template qu'on souhaite par rapport à des standards internes, avec des documents internes, par exemple. On va pouvoir, pas uniquement dresser un plan, mais on va pouvoir dresser la guideline. Qu'est-ce qu'on souhaite exactement écrire dans cette information-là? Et quelles sont les sources d'informations dont on doit sélectionner pour générer les différents paragraphes. Donc on va pouvoir chercher les informations à notre disposition ou l'IA va pouvoir lui-même chercher les plus pertinentes. Et après, par un simple prompt, on va pouvoir demander à l'IA de générer l'ensemble des informations au fur et à mesure. Et encore une fois, chaque information générée, on a accès, bien évidemment, aux documents sources, d'où ça vient. Donc c'est pour ça qu'il y a des annotations à chaque génération qui va nous indiquer exactement l'endroit qui répond, qui montre la traçabilité de l'événement, qui montre l'artefact qui a été utilisé pour écrire. Encore une fois, c'est toujours des choses qui sont demandées par le réglementaire, au-delà de la partie technique. C'est ce que nous réalisons chez nous. Donc, alors, sans entrer dans le détail,
il y a plein de cas d'usage. On va juste en parler un qu'on met en production chez Sanofi, qu'on présente également à Vivatech la semaine prochaine dans leur stand. C'est fini. Ah pardon. Time over. Oui. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question, j'en profite. Peut-être si tu peux nous dire quelques mots de ce cas d'usage dont vous allez parler à Vivatech. Je suis très curieux de ça. Alors on va parler principalement de la revue de littérature chez Sanofi. Donc la revue de littérature, il y a différents métriques qu'il faut savoir. La revue de littérature, généralement, c'est des experts humains. Il y a 3 à 5 experts humains qui doivent analyser 500 publications scientifiques. Ce qu'on a fait avec Sanofi, c'est un expert humain qui vérifie ce qu'a fait l'IA, pas sur 500 publications scientifiques, mais sur 20 000 publications scientifiques. En termes de scalabilité, on est nettement, je dirais, supérieur à l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux qu'un être humain. Ça aide les chercheurs à travailler plus rapidement. Généralement, ce travail-là ingrat, il est externalisé. On appelle des prestataires pour faire ce travail-là. Donc, c'est des prestataires qui se trouvent en Chine, en Inde, en Europe, aux États-Unis. Pour une revue de littérature complexe, selon Elsevier, une moyenne, ça coûte 140 000 $ à faire. Les plus chers, ça coûte un demi-million d'euros pour faire une revue de littérature. Nous, on le fait en termes de compute pour moins de 500 $. La précision humaine, Cohen-Kappa Score. 83,7% de taux de précision à la deuxième réécriture. On est capable d'avoir 99,7% de taux de précision. Le 0,3 n'est pas de l'hallucination et le manque de précision dans le prompt, dans la direction qu'on donne à l'IA pour faire cette recherche. Et bien évidemment, le temps. Le temps, bien évidemment, ce n'est pas une manque de l'argent, c'est un temps critique pour aller soigner des patients. Pour faire une revue de littérature, en moyenne, il faut 8 mois à 18 mois. On est capable de le faire aujourd'hui en 30 minutes. Ce qui est vraiment critique pour donc, les industries, d'aller vite, d'aller traiter les patients plus rapidement et surtout de se positionner donc, également plus rapidement sur ce marché.